Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du C2RP et nouveau webinaire du cycle que nous menons avec le CORIF. On est sur un webinaire dédié aux clés d'un sourcing inclusif ou comment diversifier son vivier dans les formations. On a la chance aujourd'hui d'accueillir trois intervenants. Je vais les laisser se présenter rapidement. Donc d'abord, bonjour Maleka. Est-ce que tu peux te présenter ta structure? Alors, bonjour tout le monde, Maleka Dini, CORIF, consultante sur les thématiques égalité femmes-hommes. Je vais présenter peut-être le CORIF quelques secondes. Donc, le CORIF, on est un organisme de formation pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CORIF. Nous sommes sur l'île. Nous avons pour vocation à travailler et à lutter contre les discriminations liées au genre et à favoriser l'emploi durable des femmes, mais pas que. Pour pouvoir travailler l'emploi durable des femmes et de qualité, on a une approche systémique qui nous permet de travailler sur l'ensemble des volets, les volets entreprise et monde économique, mais également la formation des professionnels et des prescripteurs et également à la source qui est la formation auprès des équipes éducatives et des interventions auprès du public. Donc voilà, nous existons depuis plus de 40 ans, nous sommes situés sur l'île et nous avons une vocation à accompagner évidemment tous les organismes de formation pour favoriser la mixité des métiers. Merci Maleka. Marie-Élodie, est-ce que tu peux te présenter ta structure? Bonjour à toutes et tous. Donc Marie-Élodie Laine, je suis directrice adjointe d'une association qui s'appelle le CAPEP, qui est située à Valenciennes. Et c'est une association issue des mouvements d'éducation permanente. On apprend de tous et de tout au long de la vie. On est organisme de formation. Donc on fait de la formation au premier niveau de qualification, formation générale, et on fait de l'alphabétisation et de l'action d'obligation pour des actions de formation pour l'obligation de formation des mineurs. Et on a aussi d'autres activités autour de la jeunesse et de l'insertion sociale et professionnelle que je pourrais peut-être détailler un peu plus dans la présentation tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Élodie. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter ta structure s'il te plaît? Pas de souci, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Roquin, donc je suis le directeur de l'AMIGRAPH, donc qui est un centre de formation basé à Lille, qui est spécialisé dans la communication graphique, donc à la fois la partie print et également la partie web. Donc on existe donc depuis 40 ans. On fait de la formation en effet de demandeurs d'emploi, de salariés. On travaille sur des thématiques sur l'IA, sur la cybersécurité également. Et puis on aura tout à fait de toute façon l'occasion de reparler donc sur les activités qu'on a pu mettre en place pour rendre un sourcing plus efficace et plus inclusif. Hommes-femmes, voilà, j'aurai quelques exemples aussi pour pas oublier les hommes dans certains métiers qui sont très féminisés. Voilà, ravi d'être là en tout cas. Parfait, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui. On a un programme en 4 temps qui nous attend. Donc d'abord, on va parler des clés d'un sourcing inclusif, avant de s'attarder sur 3 éléments importants, donc la diffusion de l'offre de formation, l'aller vers les publics cibles et la diversification des partenariats et des outils de sourcing. Maleka nous apportera un peu les grandes lignes et l'objectif c'était aussi de vous donner des témoignages très concrets via l'AMIGRAPH et le CAPEP sur ce que des organismes de formation ont déjà mis en place et les succès qu'ils ont pu rencontrer grâce à cela. Comme on s'était dit, on a déjà eu un premier webinaire sur la question de la communication inclusive. On avait vu avec toi, Maleka, la manière de rédiger une offre d'une manière plus inclusive. C'est un peu une première étape du parcours, du process, mais c'est un process plus long, plus complexe. Est-ce que, avant de rentrer dans le détail du sourcing, tu peux nous rappeler les grandes étapes de ce process, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que quand on agit pour favoriser l'égalité et la mixité dans nos organismes de formation, il est important, alors c'est plusieurs étapes, mais évidemment, c'est des propositions, donc un cas, on est là pour vous dire qu'il faut la suivre, mais en tout cas, on a essayé, on a expérimenté pour montrer qu'effectivement, ces étapes et ce process est vraiment un recrutement inclusif qui était rédiger une offre inclusive qu'on a eu au mois de juillet, le premier webinaire, qui était vraiment de rédiger cette offre, de clarifier les besoins, mais également de favoriser l'écriture inclusive.
On a aujourd'hui trouvé les candidats et candidates pour un sourcing inclusif. On aura également comment animer une réunion d'information collective au mois de décembre et également au mois de janvier, une des dernières étapes qui est d'intégrer et d'inclure des personnes minoritaires, en tout cas des femmes si on a des groupes mixtes, mais également les inclure et leur donner les mêmes perspectives de réussite à la suite d'une formation qualifiante ou préqualifiante. Donc il est important parce que souvent on ne prend pas le temps de les intégrer dans un collectif parce qu'on pense que la mixité ça se fait comme ça naturellement, que ça se décrète, alors que non, ça se construit. Autant on sait vivre avec des hommes et des femmes dans la vie de tous les jours, mais quand on est dans des actions de formation non mixtes, par exemple, il est important de préparer leur inclusion, sinon on a un peu le tuyau percé, c'est-à-dire elles rentrent, elles ressortent, elles ne restent pas, ou alors elles suivent la formation jusqu'au bout, et puis finalement elles n'intègrent pas les mêmes emplois que leur homologue dans les formations. Donc il est important aussi d'aller jusqu'au bout et d'intégrer et de favoriser cette inclusion. Et enfin, la clôture de la formation inclusive qui est l'ensemble des étapes. Super, merci beaucoup. Donc on voit les différentes étapes importantes sur lesquelles on va revenir par la suite. Aujourd'hui, donc on s'intéresse à l'étape 2, trouver les candidats, les candidates via le sourcing. On avait vu la rédaction, on voit maintenant cette étape de la diffusion. Au-delà des canaux traditionnels, comment est-ce qu'un organisme de formation il peut repenser sa manière de diffuser son offre pour justement toucher ce public plus divers? Alors, on a proposé plusieurs étapes, je laisserai aussi Olivier et Marie-Élodie de pouvoir en diffuser. Alors, d'une part, on sait, et là c'est un constat qui n'est pas fait essentiellement par le CORIF, mais par l'ensemble des études, on sait que les femmes ne sont pas forcément présentes dans tous les espaces publics, on sait que c'est majoritairement occupé par les hommes, donc il est important de pouvoir afficher des offres et de les attirer et de leur donner envie d'intégrer nos actions de formation. Donc l'espace public, il est évidemment fréquenté d'une manière différente de leur homologue, il est important de pouvoir afficher dans des lieux stratégiques. Donc là, par exemple, je vous ai proposé une expérience faite par la CIFEP qui était présente au premier webinaire. C'était une façon d'attirer des femmes pour devenir évidemment conductrices de bus, mais pas que, travailler dans les métiers du bâtiment et d'autres. Donc l'affichage a été fait sur l'espace public, mais notamment sur les bus, mais pas que, sur l'ensemble des espaces. Donc là, je vous montre, il y a eu aussi également un affichage dans les espaces publics et notamment auprès des centres commerciaux, mais également des magasins. Alors, ça paraît stéréotypé, mais en même temps, on sait que c'est majoritairement le rôle des femmes d'aller faire des courses. Et donc, finalement, même si c'est pas systématique, on est bien d'accord, il faut relativiser, mais on s'est rendu compte quand même que dans les espaces publics et notamment les espaces de magasins, il y avait une présence de femmes assez importante. Et donc, le fait d'afficher dans ces lieux publics permettait d'attirer en tout cas finalement leur vigilance sur des affiches et notamment la couleur. On l'a vu dans le premier webinaire que la couleur évidemment assez tapante il faut éviter le rose et le bleu, c'est ce qu'on a dit dans le premier webinaire, mais également de mettre une couleur orange comme ça, de montrer des modèles de femmes mais aussi de l'associer dans les espaces publics où elles sont présentes. Ça permet effectivement aux femmes de lever la tête, de regarder cette offre et de se dire pourquoi pas moi, et en même temps c'est une image assez punchy qui permet aussi de renverser les préjugés. Donc l'espace public n'est pas fréquenté par les deux sexes de la même manière et il est intéressant d'afficher nos offres de formation sur des espaces différenciés. Ça ne veut pas dire que les hommes ne les regardent pas, ça veut juste dire qu'on attire un peu plus de candidates femmes. Alors là, je vous ai mis un exemple d'une autre ville, Divion, qui est dans le Pas-de-Calais. C'était également une manière de se dire, il n'y a pas forcément des centres commerciaux partout, il n'y a pas forcément un petit magasin dans une ville ou dans un quartier. Et donc à Divion, c'était une autre manière d'afficher dans l'espace public. C'était justement de pouvoir mettre des panneaux et de pouvoir diffuser une offre. Il y avait des offres d'emploi, il y avait également des offres de formation, des réunions d'information et de permettre dans un espace public qui est un espace un peu de parc qui était mis en place, et c'est de permettre au public
aux citoyens et citoyennes, aux habitants de venir garder un peu un panneau d'affichage. Alors, c'est une autre manière d'attirer le public et en fait, on va s'adapter en fonction du lieu où on est. Si nous sommes dans une grande ville, vous avez vu tout à l'heure des espaces publics, évidemment des espaces d'affichage un peu plus ambitieux, mais quand on est dans des petits villages, on va évidemment créer et inventer de nouvelles formes d'affichage et là sur les panneaux un peu qui permettent aux gens, alors c'est vrai, de mettre des petites gommettes, des petits trucs un peu interactifs, ça attire l'œil et ça permet au public de venir regarder ce qui est affiché. Et le fait de venir par curiosité, ça permet aussi de récolter les numéros de téléphone, de récolter les affiches, de prendre en photo et de pouvoir aller contacter les organismes de formation. Super, merci beaucoup Maleka. L'espace public, il s'est aussi digitalisé. L'usage des réseaux sociaux est de plus en plus fort. C'est aussi un moyen de toucher le public. Est-ce qu'il y a un usage genré? Est-ce qu'il y a des manières différentes d'aller toucher ces publics justement sur les réseaux sociaux? Merci. Évidemment, aujourd'hui on parle de l'espace public des affiches, mais il y a également les réseaux sociaux. Alors là, je vous ai montré un peu une étude qui a été menée pour montrer l'utilisation des réseaux sociaux qui est très genrée. Et c'est assez intéressant parce que ça permet aussi d'utiliser les réseaux pour cibler le public qu'on souhaite avoir. Tout à l'heure, Olivier parlait des hommes et évidemment, quand on parle de femmes, on a une utilisation différente. Vous voyez, les femmes vont utiliser Facebook à 52%, Instagram 59% et Snapchat 65% et Twitter 46%, majoritairement occupés plus par les hommes. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça nous permet, nous, prescripteurs, enfin en tout cas organismes de formation, et de se dire sur quels réseaux sociaux on va afficher nos offres de formation et se dire que selon notre sexe ou selon le genre, on va utiliser soit l'ensemble des réseaux sociaux, il faut tout utiliser pour avoir un public et un sourcing assez inclusif, mais on sait que si on va attirer un peu plus de femmes, voilà, Snapchat ou évidemment Instagram ou Facebook peut être des réseaux. Alors juste une chose qui était assez intéressante, tout à l'heure j'en discutais avec Annabelle, c'est intéressant parce qu'en fait, sur Google ou Facebook, il faut être vigilant et vigilante. Quand on met en fait une image, même si l'offre elle est camionneur ou conductrice de poids lourd, mais qu'on met une image d'homme, finalement, l'intelligence artificielle va envoyer cette offre qu'aux hommes et inversement. Donc, quand on a parlé du premier webinaire qui était vraiment de créer une offre inclusive en faisant attention aux images et au contenu, vous voyez que les réseaux sociaux vont instinctivement, comme c'est créé évidemment majoritairement par les hommes, et on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, c'est un cas, ça veut dire que c'est redistribué différemment selon l'offre de formation, l'offre d'emploi. Donc ça, il faut être aussi vigilant et vigilante quand vous mettez vos offres sur les réseaux sociaux. Alors là, c'est un exemple, mais parmi d'autres, il y a Marie-Élodie et Olivier qui en donneront compte. C'était une affiche précise d'ACIFEP qui était présente évidemment au premier webinaire, qui, pour toucher les femmes, pour devenir conductrice de bus, a évidemment basé entièrement son offre sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, en mettant évidemment le contenu d'une manière très précise avec un discours très inclusif, mais également des images différencier des hommes et des femmes afin de permettre, même quand c'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Snapchat, de pouvoir les redistribuer de manière efficace. Et donc, voici un exemple d'offre de formation, pardon. Et du coup, là, on le voit avec le bouche à oreille, on a parlé de moyens assez formels de diffuser l'offre. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'informel, dans la discussion entre les personnes. Comment est-ce qu'un OF peut se saisir de ça? Quelle réalité ça a dans le sourcing d'un organisme de formation? Alors, souvent, on n'en parle pas, et Marie-Élodie et Olivier en parleront, parce que c'est quand même une des manières, moi j'appelle, enfin dans les entreprises ou dans les organisations, on appelle ça de la cooptation. Mais nous, on appelle ça de la bouche à oreille. Alors, ça, c'est indéniable, c'est une efficacité remarquable pour retrouver du public. Et je pense qu'on ne le met pas assez en avant, et c'est pour ça qu'on le met dans le PowerPoint avec nos partenaires,
parce que c'est quand même une réussite et ça fait quand même 50% de nos recrutements. Quand on réussit une action de formation, quand les personnes sont contentes, et notamment les femmes dans des métiers non mixtes ou dans les autres métiers, généralement, elles en parlent à leurs copines, elles en parlent à leurs partenaires, elles en parlent à leurs filles, elles en parlent à leurs voisines, et ça nous fait finalement notre sourcing. Donc, c'est quand même une étape extrêmement importante qu'il ne faut pas mettre de côté, et je pense qu'au contraire, il faut privilégier ce système de bouche à oreille ou de cooptation, et là, peut-être laisser les partenaires intervenir pour montrer que ils ont pu mettre ça en avant. Si vous avez des exemples à nous partager, nous sommes toutes oui. Allez-y, vas-y Marie-Élodie. Ah pardon, excuse-moi Olivier. Je souhaitais juste rebondir sur ce que Malika venait de dire. Les meilleurs ambassadeurs de nos actions sont celles qui les ont vécues, celles à qui on a dispensé une offre de service et qui, par leur expérience, vont pouvoir valoriser avec du vécu et des mots qui vont tout de suite impacter les autres personnes, puisqu'on sera sur des questions concrètes d'adaptation de l'information avec la vie quotidienne, d'accessibilité en termes de contenu, en termes de mobilité. Et tout ça, c'est des questions pratico-pratiques que les personnes se posent de l'une à l'autre. Ce qu'on fait, nous, en général, c'est qu'on essaie d'avoir des ambassadeurs, des ambassadrices présents lors des réunions d'information ou des temps forts, où on va aussi associer donc souvent les temps forts qu'on organise sur des journées thématiques. On a pu le faire pour Octobre Rose, la journée de la femme. On voudrait le faire pour Movember aussi. Ce sont des temps qui sont créés et co-animés par nos apprenants-apprenantes, qui permettent de faire venir des personnes extérieures qui s'intéressent un peu à nos activités et qui vont pouvoir poser en direct leurs questions aux futurs apprenants-apprenantes. Du fait, ces échanges-là sont, voilà, c'est bouche à oreille, mais c'est aussi des formes de cooptation aussi du public sur ce qu'on appelle de l'expérience usagée, qui est vraiment importante aussi dans le sourcing. Il faut vraiment pas négliger cette source-là. Merci Marie-Élodie. Olivier, je suppose que ça va dans le même sens. Exactement. Pareil, sur la MIGRAF, sur certains sujets ou certains événements, par exemple dans le cas de la semaine de l'industrie, puisque on est assimilé à une industrie, et nous sommes une industrie, j'en reparlerai tout à l'heure, et l'image que ça peut avoir, mais également dans les semaines du numérique. Nous, on prévoit toujours des créneaux en fait d'échange entre nos alternants, nos apprentis actuels, les anciens, et on réserve des créneaux qui sont vraiment spécifiques pour des échanges en fait avec les futures personnes qui vont nous rejoindre, que ce soit donc les demandeurs d'emploi, les salariés, et en fait le créneau est vraiment qu'entre eux, c'est-à-dire que nous on n'intervient pas, on fait juste la partie logistique, on prévoit le créneau, on lance, puisque ça se fait en ligne, pour favoriser là aussi l'accessibilité aux personnes pour pouvoir y accéder plus facilement. Et pour le coup, on lance le créneau qui dure en général une grosse demi-heure et puis on les laisse parler entre eux. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marie-Élodie, c'est-à-dire que c'est vraiment un moyen pour que les gens se posent les questions entre eux avec les mots qu'ils souhaitent employer sans qu'il y ait de jugement ou de quoi que ce soit. Et on a eu des échos, puisque lorsqu'ensuite les personnes s'inscrivent à la réunion d'information collective, eh bien on leur demande en fait d'où ils viennent entre guillemets, et beaucoup nous disent je viens parce que j'ai assisté ou j'ai participé en fait à cet échange, et pour le coup on m'a dit des choses intéressantes, et en particulier sur la partie inclusive, c'est-à-dire quand c'est une femme, savoir les questions, est-ce qu'il y a des femmes, toi tu es une femme, comment ça s'est passé pour toi, l'intégration, combien tu es dans le groupe, des questions très pratico-pratiques. Et pour l'avoir pratiqué là aussi dans une ancienne vie, je pense que ce qui marche bien, c'est qu'en effet, quand on se parle entre pairs, c'est-à-dire que globalement, moi des fois, je vais dire quelque chose avec mon vécu, mais comme à ce moment-là, je ne suis pas dans la même configuration, c'est pas qu'on ne croit pas, mais on va plutôt croire en effet les gens qui sont dans le vécu actuel, et donc je trouve que c'est extrêmement riche. Et c'est en effet, je rejoins ce que disait aussi Malika. J'ai pas de chiffre exact, mais un bon 50% me semble tout à fait réel. Sur, en tout cas, le fait de venir nous voir au travers des réunions d'information collective, c'est clair qu'il y a un bon 50% qui est de la cooptation. Et je citerai un exemple tout à l'heure avec les ailes, une association à Valenciennes, où là, j'ai un chiffre plus précis sur les personnes qui sont revenues près de nous grâce à cette cooptation, en tout cas. Super, merci beaucoup pour ces éléments. Malika, si on devait synthétiser rapidement les principaux éléments.
Donc, passer par les réseaux sociaux, évidemment, l'utilisation différente selon le genre, identifier des lieux, évidemment stratégiques, selon le territoire. Par exemple, Marie-Élodie, quand on est sur le territoire de la CAPH ou de Valenciennes, il y a des lieux stratégiques qui seront différents de ceux de Lille avec Olivier, par exemple. Ou quand on est dans le Pas-de-Calais, à Saint-Omer ou à Saint-Paul-sur-Ternoise, par exemple, on va avoir des lieux complètement différents selon d'où on habite. L'affichage public, alors évidemment, on n'a pas tous et toutes les moyens de pouvoir mettre sur les passages de bus ou les arrêts de bus, mais par exemple, aller auprès des écoles ou dans les centres sociaux, les médiathèques, les écoles, les salles de sport, Marie-Élodie pourrait en parler également, hein. Je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est un public aussi, quand on parle des invisibles, même si on les appelle plus comme ça aujourd'hui, quand on parle de jeunes, c'est aussi jeunes filles et jeunes garçons, hein, parce que les jeunes ont un sexe également. C'est aussi une manière de trouver un public très diversifié qui nous permet de remplir aussi nos actions de formation. Et évidemment, comme on vient de le dire, sans oublier l'importance du bouche à oreille. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mélanger les ambassadeurs, ambassadrices et bouche à oreille. Et peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est, comme disait tout à l'heure Olivier, statistiquement, lorsqu'on demande aux gens d'où ils viennent, de pouvoir peut-être repérer d'un point de vue statistique comment on remplit nos actions de formation. Et ça nous permettrait, avec nos indicateurs personnels et individualisés, de se dire, si c'est plus le bouche à oreille, peut-être que c'est cette manière-là que je dois développer ma communication et d'attirer le public pour pouvoir remplir mes actions. Et si c'est d'autres, les affiches, le lieu public, les médiathèques, ça permet aussi de recentrer cette mobilisation pour attirer le public. Donc je trouve que ce que vient de dire Olivier et Marie-Élodie, c'est-à-dire d'avoir nos indicateurs pour savoir d'où vient le public et de pouvoir reaxer les prochaines actions de formation sur ce type d'indicateurs, ça nous permet également de mieux finalement cibler notre public. Très bien, merci beaucoup. Et effectivement, et Olivier, vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour compléter ce que j'ai précisé, ce que vient de dire Maleka, moi aujourd'hui j'ai mis en place au sein de la MIGRAF, en fait tous les mois on fait un point avec mon responsable communication et on étudie en effet tous ces éléments-là. Donc pour les RIC, on fait une RIC par semaine, mais également là en ce moment on fait des campagnes d'affichage sur dans les lieux publics, mais également à la radio, puisqu'en fait on a un message qui passe sur une radio qui donne l'information route tous les matins, Métropolis. Donc, et pour le coup, on récupère ces informations-là à chaque fois que les personnes nous contactent et veulent s'inscrire. Et tous les mois, on fait une étude. Et par rapport à ce que disait Maleka, très clairement, moi, tous les mois, je réoriente nos campagnes de communication sur, en effet, les vecteurs qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Donc, j'inclus évidemment les réseaux sociaux. Et sur les façons de communiquer sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un texte qui a mieux marché qu'une image, une vidéo en fonction en effet. Et donc, nous vraiment, depuis maintenant près d'une petite année, on a vraiment une action très concrète d'analyse de ces informations-là et de ces données. Et on a vu une vraie progression de nos inscriptions, en tout cas de nos inscriptions à la réunion d'information collective, lorsqu'on fait bouger les curseurs. Voilà. Alors après, il faut vraiment refaire ça régulièrement, parce que ce qui est vrai à un instant T n'est pas forcément vrai à un instant T plus 1. Mais en tout cas, je pense que pour le tester, je vous invite éventuellement à le faire avec les moyens possibles, mais vraiment analyser bien ces résultats-là, et c'est assez efficace en fait lorsqu'on aménage et on rectifie un petit peu les vecteurs de communication. Un vrai effet levier quand on travaille là-dessus. Merci beaucoup Olivier. Si on revient sur ce qu'on s'est dit sur le bouche à oreille, le rôle des ambassadeurs et des ambassadrices, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, on vous pousse à vous inscrire au prochain webinaire parce que du coup, il faut qu'ils aient été convaincus de la formation et que toute votre formation soit inclusive. N'hésitez pas à nous rejoindre en décembre et en janvier. L'idée là-dessus, c'est aussi de se dire que du coup, il y a une vraie importance du travail en proximité et de l'ancrage territorial de son OF. Et ça nous amène assez naturellement sur notre partie suivante, sur l'aller vers les publics. Cela, l'idée, c'est aussi de se dire, c'est pas juste les ambassadrices, les ambassadeurs pendant les réunions d'information collective, parce que là, c'est encore la personne qui est venue à l'OF, mais c'est d'aller chercher le public aussi plus directement. Avant de se lancer sur cette partie, je vous rappelle quand même, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Je peux les relayer à nos intervenants s'il y a des choses qui vous interrogent, que vous voulez creuser, si ça
résonne aussi avec des pratiques que vous avez chez vous, on est intéressé par voilà, cette mutualisation avec d'autres organismes de formation dans la salle virtuelle. Pour parler aller vers les publics, j'aimerais t'interroger, Marie-Hélène. C'est vrai que c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Quand tu as décrit ta structure tout à l'heure, on voit qu'au-delà de la partie formation, vous avez tout un volet éducation permanente. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière ce terme, s'il te plaît? Alors, c'est vrai que la démarche d'aller vers, avec une mouvance d'approche désinstitutionnalisée de l'action et du travail social, on a de plus en plus parlé d'aller vers dans les méthodologies de captation du public. En tout cas, il faut que je fasse un petit crochet historique lié au CAPEP pour vous expliquer que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de notre projet social, puisque le CAPEP a fêté ses 50 ans l'année dernière, et en fait, il a été créé par un groupe d'universitaires et de politiques de Valenciennes, suite à la fermeture des activités sidérurgiques et minières sur le Valenciennois, qui ont laissé quand même pas mal de personnes sans activité, sans emploi, qui n'étaient pas qualifiées, puisqu'on allait bosser à 14 ans sans forcément avoir suivi un cursus de formation scolaire. Et il fallait pouvoir proposer à ces personnes-là de nouvelles formations, en tout cas de nouvelles compétences, pour s'adresser au monde du travail. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on a été chercher des personnes qui étaient des formateurs ce qu'on appelait du milieu, donc issus des quartiers, qui sont allés former d'autres personnes, et on avait des bus qui allaient se planter au cœur des quartiers et il y avait les machines-outils dans les coffres, on les sortait. Il y avait un bus informatique, un bus couture, un bus mécanique, un bus savoir de base, et donc on allait poser les bus au cœur des quartiers. Donc idéalement, c'est ce qu'on a proposé comme projet social au niveau du CAPEP. Et ça, on l'a gardé un peu au travers d'une activité qu'on mène qui est de la prévention spécialisée. Et la prévention spécialisée, ce sont des éducateurs de rue qui vont au-devant des jeunes dans les quartiers, dans les territoires vécus, pour essayer de les soutenir dans leurs projets, en tout cas de repérer les besoins auprès du public. Donc, c'est quelque chose c'est un savoir-faire qu'on a développé au niveau du CAPEP dans nos professionnels. Parce que nos actions aussi, on les fait directement dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a un siège, mais en règle générale, on aime aller faire nos actions au cœur même des quartiers, au plus près des gens. Et pourquoi on a ce postulat-là? C'est parce que je pense que ça permet aussi d'aller... alors, on parlait tout à l'heure des invisibles, mais c'est peut-être un public qui n'ose pas aller vers aussi, un public qui n'a pas une connaissance aboutie des dispositifs qui pourraient lui correspondre. Et l'idée, c'est de pouvoir aller vers et dans le milieu des personnes pour déjà comprendre, faire de l'observation territoriale, comprendre les mécanismes d'un territoire, pouvoir recueillir la parole des personnes, faire connaître les dispositifs et à partir de là, pouvoir leur proposer les actions adéquates. Et ça prend un certain temps. Il y a le temps de l'interconnaissance, il y a le temps de la compréhension du vécu de la personne, et puis après, comment on propose des étapes pour l'amener vers des dispositifs. Donc, c'est tout un parcours. Et donc, il y a la question de la posture. C'est vrai que on va pas un peu faire du porte-à-porte, hein, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est d'aller s'imprégner sur des endroits stratégiques du territoire. Donc après avoir fait de l'observation et avoir une lecture de comment fonctionne ce territoire, quels endroits il faut aller investir pour aller capter soit des hommes, soit des femmes, soit telle tranche d'âge, soit tel statut, et de pouvoir aussi du fait aller doucement avec une posture. Alors on n'est pas dans l'offre et la demande, c'est pas du tout ça. On est d'abord dans l'enjeu de se connaître, de se reconnaître dans nos fonctions respectives et ensuite d'accueillir la demande de la personne. Les démarches d'aller vers, elles sont aussi beaucoup sur des temps, ce qu'on appelle nous non institutionnels, c'est-à-dire que nos collègues sont en général présents sur des temps où il n'y a pas d'institution ouverte. On va être sur des horaires de soirée, on va être sur des week-ends. Donc on va être aussi sur des moments où la personne, quand elle est en recherche de solutions, elle n'a pas forcément la réponse immédiate à sa question. Et donc les collègues peuvent servir de relais aussi pour orienter vers les dispositifs qui correspondent aux personnes. Très bien, merci beaucoup Marie-Élodie pour ces éléments très éclairants. Tu l'as dit, on va peut-être pas s'adresser de la même manière à tous les publics et on va pas forcément trouver tous les publics aux mêmes endroits. On entend souvent aussi quand même que l'espace public peut être genré et certains endroits
on trouve moins de femmes. Comment est-ce que vous travaillez ça? Est-ce que vous repérez cette réalité et comment vous essayez d'aller vers ces publics féminins par ce biais de l'Aller Vert? Alors déjà, on est attentif aussi à la constitution des équipes, nous, sur des binômes. On essaie de créer des binômes mixtes dans la mesure du possible aussi, pour être aussi dans cette réalité-là au sein de nos équipes professionnelles. Et ensuite, il va y avoir dans les stratégies d'intervention des temps de repérage, justement, pour essayer de, je vous disais, comprendre le vécu d'un territoire et savoir justement où est le public selon son genre ou sa tranche d'âge. Donc, on sait, et ça reste réel, l'espace public est quand même majoritairement plus investi par le public masculin. Donc, ça va être la rue, ça va être les équipements urbains. Donc, on va avoir les cities, les terrains d'entraînement sportifs, les équipements sportifs en territoire aussi qui vont être quand même beaucoup plus investis par le public masculin. Et on sait qu'on va y capter beaucoup plus d'hommes. Donc, quand il y a cette stratégie-là, c'est d'aller vers ces lieux stratégiques-là. En ce qui concerne le public féminin, on va être plus sur des approches de médiathèques, de centres sociaux aussi. Alors ça peut être mixte, mais on va quand même avoir beaucoup plus de dames. On va avoir aussi tout ce qui est à bord des écoles. À bord des écoles, on va capter beaucoup plus de public féminin et des zones commerciales. Aux abords des zones commerciales, on va effectivement avoir beaucoup plus de public féminin. Donc les déambulations, elles se font aussi en fonction. Et il y a ce repérage-là et cette lecture-là qui est faite par les collègues. Dans chaque territoire qu'ils investissent, ils vont pouvoir affiner les périodes d'intervention en fonction de ces repérages préalables qui sont faits pour aller capter un public soit masculin, soit féminin et pouvoir s'adapter aux demandes en fonction de ce repérage-là. Merci Marie-Élodie. Est-ce que maintenant, Marie-Élodie, Malika, vous pouvez nous donner un peu des exemples concrets d'actions d'Aller Vert que vous avez pu mener? Je te laisse peut-être, Marie. Alors juste, je comprends. Faire le raccord aussi avec un nouvel espace qui est investi, où on a parlé, Malika, on a parlé tout à l'heure, qui est l'espace digital. Effectivement, moi, j'ai découvert cette étude sur l'utilisation des réseaux sociaux genrés. C'est vraiment intéressant. Je passerai l'information à mes collègues parce que je pense qu'elle mérite d'être connue aussi. J'ignorais qu'il y avait une utilisation genrée des réseaux sociaux, même si nous, on utilise les réseaux sociaux énormément et de plus en plus, parce qu'il y a aussi des publics qui n'investissent plus du tout, que ce soit les lieux de vie ou les espaces de socialisation, et qu'il faut pouvoir aller capter autrement via d'autres stratégies. Donc, merci pour l'information que je relèverai et que j'utiliserai. Sur les outils déployés dans le cadre de nos interventions vers et dans le milieu, on va avoir un outil qu'on aime pas mal utiliser parce que c'est pas toujours évident de prendre contact avec un public tout venant. Même si nos collègues sont formés à la méthodologie du Aller Vert, il faut parfois utiliser des supports. Et nous, on utilise un outil qui s'appelle le porteur de parole, qui est un outil d'expression qui permet d'aller à la fois au contact, mais de recueillir l'avis de personnes sur une question. Donc là, on avait fait dans le cadre de l'intervention socio-éducative des éducateurs sur le territoire du Donésie, on avait fait une intervention avec une question. Alors, la question doit être globale et ne pas donner tout de suite une réponse où on pourrait dire oui ou non, ou en tout cas, on pourrait prendre parti. Donc, on avait trouvé la question de quand on connaît une galère, on ne sait pas vers qui se tourner. Et vous? Donc, l'idée, c'était d'ouvrir la parole et puis que les gens puissent s'exprimer librement autour de cette question, donner leur opinion. C'est tout à fait libre, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc, l'équipe, elle avait aussi donc imprimé sur un t-shirt la question et il y a une déambulation dans toute la ville pour aller au-devant des publics, déjà pour se présenter, savoir qui on est, mais aussi les faire s'impliquer dans cet espace d'expression. Les phrases sont ensuite données à un rapporteur, un scripteur qui vient les écrire et formaliser une sorte d'exposition globale où toutes les expressions sont matérialisées sur des affichettes. Et cette exposition-là sert de support aussi à la suite quand on veut venir consulter d'autres habitants. On prend les expressions, les verbatims des personnes et on vient ressusciter le débat derrière ça. C'est vraiment un outil qui permet à la fois de se faire connaître, je l'ai dit,
mais aussi de sentir, enfin de permettre aux personnes de se sentir impliquées dans une démarche, parce que souvent le recueil de l'opinion c'est assez bien perçu des personnes que nous on va aller chercher dans les quartiers, parce que ça les aide à s'exprimer, mais ça les laisse aussi à penser que leur opinion est importante pour nous et qu'elle est valorisée dans le cadre de l'exposition qu'on pourra mettre en œuvre. Derrière, il y a bien sûr une analyse, hein, donc on s'arrête pas à l'exposition. Nous, on va venir analyser, justement, essayer de poser et d'affiner le diagnostic pour nous améliorer nos interventions en fonction justement de, effectivement, si la galère repérée était une galère liée à de la mobilité, qu'est-ce qui fait qu'il y a le blocage et comment on peut essayer de trouver des leviers pour soutenir ça. Donc, derrière nous, on fait bien sûr une analyse de ce porteur de parole, mais c'est un outil très intéressant parce que, alors, il mobilise en ressources. Ça peut être des professionnels et des non-professionnels parce que parfois, sur certains porteurs de parole, on a eu des publics accompagnés, des apprenants, des apprenantes qui peuvent être aussi scripteurs ou en tout cas ceux qui présentent, ceux qui vont capter le public, les amener à nos collègues qui posent les questions. Ils peuvent être aussi mobilisés, les publics, dans l'organisation d'un événement comme celui-là. Donc, c'est un outil vraiment intéressant et plutôt facile à organiser. Et qui a des résultats, des retombées concrètes sur la suite de vos actions, de vos dispositifs. Tout à fait. Super, merci beaucoup Marie-Élodie. Maleka, est-ce que tu as d'autres exemples d'outils d'aller vers ? Alors, je vais reprendre avec ce que vient de dire Marie-Élodie, c'est-à-dire les exemples de porteurs et porteuses de parole. Là, je vous ai mis un exemple de la CIFEP qui a été assez intéressant puisqu'on a accompagné la CIFEP il y a 3 ans dans le cadre de notre financement du conseil régional qui était de favoriser la mixité des métiers et d'introduire des femmes dans les différents types d'actions de formation. Et on s'est dit, comment faire pour trouver ces femmes? Déjà, la CIFEP n'était pas très connue finalement au départ, mais c'était aussi sur des sites tels que l'Équin ou dans le Pas-de-Calais à Lens, et c'était comment faire pour les attirer. Et donc, on a utilisé la communication avec des préjugés assez chocs, avec une communication pour dire, voilà, on va mettre des phrases comme ce que vient de dire Marie-Élodie dans l'espace public, des phrases et donner envie aux femmes de se dire, je suis d'accord ou pas d'accord, ou aux hommes, je suis d'accord ou pas d'accord, et de leur expliquer ce que c'était finalement cet organisme et pourquoi on en est là et pourquoi on veut recruter des femmes. Et donc là, c'était une communication qui est apparue, qui était c'est vrai que ça demande de la réflexion, c'est pas le CORIF qui a mis cette phrase, mais en formant les professionnels et en formant tous les acteurs de la CIFEP, ça a permis finalement de se dire oui, nous on a une phrase choc, on pourrait le mettre et puis attirer des femmes dans nos actions, et ils ont décidé de mettre, il paraît que le transport et la logistique, le BTP, ne sont pas des domaines de nana, n'importe quoi, et en fait, c'est des affiches, souvent le public s'arrête, femmes et hommes, en disant je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi vous mettez ça, je suis pas d'accord avec vous, n'importe quoi, le n'importe quoi arrivait systématiquement, que ce soit un homme ou une femme, c'est n'importe quoi, moi j'ai vu des femmes, elles sont conductrices de bus, il y en a partout, n'importe quoi, des femmes dans le transport, il y en a, dans la logistique, il y en a, ou alors les hommes qui disaient mais je comprends pas pourquoi vous dites ça. Donc ça permet, et c'est ça qui est intéressant dans l'exemple de porteurs et porteuses de parole, c'est que ça permet de se faire connaître, mais aussi de travailler ses préjugés, et même si au bout du compte on a une personne ou 2 personnes sur l'ensemble des discussions qui arrivent dans nos organismes de formation, ce qui est intéressant, c'est que notre première étape, c'est sensibiliser sur les stéréotypes et les préjugés. Donc ça, on y arrive avec cette méthode. En 2, c'est leur dire, peut-être que vous n'êtes pas trop intéressé, que pour vous, c'est n'importe quoi, mais vous avez, comme tout à l'heure, on parlait de la cooptation et de la bouche à oreille, ça veut dire qu'une personne sensibilisée par ces affiches ou par ces phrases chocs vont sensibiliser une dizaine et une dizaine et une dizaine. Donc, de toute façon, toutes ces méthodes apporteront évidemment un nouveau vivier et surtout nos remplissages d'actions de formation. Alors, je vous ai mis un autre exemple qui était assez intéressant, qui permet, et là, c'est vraiment en pleine rue, vraiment, là, on va prendre la rue de Béthune, par exemple, ou d'autres rues, et là, c'est extrêmement intéressant. Donc, être jeune aujourd'hui, et finalement, toutes ces pancartes que vous voyez par terre, c'est c'est au chômage, on sait me dire que je serai jamais dans des actions de formation parce que j'ai pas le permis, bref, on met tous les préjugés.
Et souvent, on associe des préjugés spécifiquement aux jeunes filles et des préjugés spécifiquement aux jeunes garçons. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelqu'un, comme là, Marie-Élodie parlait d'un éducateur, une éducatrice, et là, il y a une animateur ou un animateur, une animatrice, pardon, qui va animer cet atelier et attirer les gens. Et alors là, tout de suite, c'est choc, hein. Bah, c'est quoi, pourquoi vous faites ça, à quoi ça sert? Et donc, voilà, on développe un peu cette communication et cette rencontre. Mais ensuite, les gens font le tour et ils regardent tout ce qui est écrit. Et là, ils disent, mais je comprends pas où vous voulez en venir. Et nous, on dit, ben voilà, un peu récolter votre témoignage. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce public intègre nos actions de formation? Et là, ils nous disent, ben oui, mais c'est trop loin de chez nous. Finalement, ça serait bien d'avoir des bus collectifs pour venir nous chercher. En même temps, c'est des formations qui servent à rien parce que, au bout du compte, on fait une formation d'1 an et on n'a pas d'emploi. Voilà, on récolte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demande de passer à l'étape d'après, qui est, venez visiter nos organismes de formation, venez rencontrer nos professionnels, venez expérimenter, on verra ça dans les étapes juste après, et ensuite, voilà, essayez, vous verrez, nous on est là juste pour vous demander de venir, et on se dit, mais on est prêt ou prête à venir vous chercher un ramassage collectif, comme disait Marie-Élodie, comme si c'était nouveau aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, c'était comme ça. Hein, et puis en plus, ça nous fait du développement durable et une baisse de notre carbone pour nos organismes de formation. Donc finalement, des choses qu'on faisait avant peuvent être aussi d'actualité aujourd'hui. Marie-Élodie, tu souhaitais réagir ? Oui, c'est effectivement, hein, c'est un bon outil de sourcing, effectivement, parce qu'on va capter un public vraiment très diversifié en genre, en âge, en statut. Donc, mais c'est aussi un peu une évaluation et ce que Malika vient d'exprimer effectivement sur l'avis un peu global généralisé des personnes consultées vont nous amener comme mesure d'amélioration aussi pour effectivement rendre nos dispositifs plus inclusifs, parce que c'est une évaluation dans l'évaluation. À un moment donné, on va les consulter parce que nous, on se rend compte qu'effectivement, il y a des limites, malgré les mesures qu'on met en œuvre, il y a encore des limites, et que de leur point de vue, voilà les mesures d'amélioration qu'ils peuvent nous proposer. Et c'est ça qui est efficace aussi, c'est que ça nous permet d'ajuster par des regards vraiment divers et variés d'une grande catégorie de population. C'est un outil intéressant parce que du coup, ça nous permet vraiment de se dire, bah, tiens, là, ça, c'est vraiment une chose qu'on n'avait pas pointée. Et que grâce à cet outil-là, on vient pointer pour améliorer peut-être le sourcing de personnes masculines ou de personnes féminines. Donc, c'est là aussi où je trouve que c'est vraiment intéressant comme outil. Alors, nous, on l'a testé pour attirer le public femmes dans nos actions de formation. C'était Céline. On l'a fait exactement la même chose avec des phrases assez choc. Et on a tenu un petit stand à l'entrée des écoles. Quand les mamans venaient récupérer, je dis les mamans parce que majoritairement c'est les mamans. Il y avait 0 papa, mais bon. Même si je généralise pas, il y a des papas qui ramènent leurs enfants à l'école, mais ça n'empêche que dans les QPV, les quartiers solidaires, maintenant on appelle plus ça les quartiers prioritaires, on avait mis des stands juste à l'entrée des écoles sur l'île, et on a mis des phrases chocs, on avait pris du café, des petits gâteaux, des petits bonbons, et on a mis, oui, les femmes c'est fait pour rester à la maison, les femmes c'est fait pour éduquer, les femmes c'est pour ramener les enfants à l'école, elles ne veulent pas travailler, etc. Et donc on a mis des phrases chocs comme ça, et alors là, je vous dis même pas, toutes les femmes sont venues nous voir en disant, mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi ça, pourquoi vous dites ça, mais n'importe quoi, et voilà, et c'était super intéressant, c'est exactement notre objectif, c'était venez nous voir, venez écouter. Et en fait, on leur a dit, oui, mais en même temps, nos actions de formation au quartier Lille-Sud ou bien à Moulins ou à Fives, finalement, on a des actions de formation pour accompagner ces femmes et vous n'en faites pas partie. Oui, mais on ne vous connaît pas. Donc voilà, ça a permis aussi de cibler ce public et de leur donner envie. Et la première chose qu'elles nous ont dit, c'est, OK, on veut bien venir, mais on a des enfants en bas âge. Est-ce que ça pose un problème si dans vos actions de formation, on vient avec nos enfants? Et ça, c'est une autre aussi critère qui fait que certaines femmes, pas toutes, parce que tout le monde n'a pas d'enfants et tous les enfants, évidemment, grandissent, mais ça, c'est assez intéressant, c'est qu'au CORIF, notre spécificité, c'est de se dire, nous, quand on accompagne des femmes, s'il y a des femmes avec des enfants, on va les accueillir avec les enfants parce que des fois, il n'y a pas d'école, des fois, il n'y a pas de crèche, des fois, il n'y a pas de cantine parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers, ou inversement, les enfants sont malades et on n'a pas la possibilité de les mettre en garde. Et ça peut aussi empêcher des femmes de s'inscrire
dans des actions de formation. Donc voilà une autre forme de mobilisation par le biais justement de cette technique. Nous avons également une autre technique qui est les marches exploratoires. Alors c'est un process assez bien établi, hein, mais qui est assez intéressante, qui a deux objectifs. Un premier objectif qui est de pouvoir améliorer le quotidien des femmes dans des quartiers. Par exemple, les marches exploratoires ont été utilisées par les transports en commun, notamment Keolis et Transpol sur l'île, mais aussi par d'autres entreprises, pour améliorer la sécurité des femmes dans les milieux du transport, par exemple, et la sécurité urbaine. Et on peut utiliser les marches, et nous, on a utilisé les marches exploratoires avec des groupes de femmes dans des organismes de formation non mixtes pour leur donner la possibilité de nous dire pourquoi elles ne venaient pas dans les formations techniques, industrielles, par exemple. Je ne vais pas citer l'organisme, et donc on a pris un groupe de femmes, et elles ont été assez percutantes quand on a fait la visite. Donc il y a eu toute une méthode où on leur demande de noter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Et là, tout de suite, elles nous ont dit, bah oui, mais il n'y a même pas de toilettes pour les femmes. Oui, alors on nous a mis des toilettes, mais c'est au fin fond de l'organisme de formation, il faut traverser l'ensemble. Voilà, les équipements, on n'en a pas. On voit que des hommes, on a l'impression que c'est pas pour nous. Tout est au masculin. Il y a des affiches pas forcément sexistes, hein, mais il y avait des affiches avec vraiment des trucs très ciblés. Et donc, elles ont noté, et en fait, on a récupéré l'ensemble de ces témoignages, et elle dit, bah, pour tout ça, elle dit même déjà quand on traverse la rue avec toi, par exemple, et pour rentrer, bah, il n'y a que des hommes dehors qui fument leurs cigarettes. Donc déjà, si je suis toute seule, je n'y rentrerai pas. J'aurais trop peur de traverser tout ce groupe d'hommes. C'est compliqué, même si je suis forte, faire ça tous les jours, non, ça va être compliqué. Donc, on a utilisé cette méthode, mais on l'a transformée pour étudier justement cette marche exploratoire dans des organismes de formation où il y avait très peu de mixité. On ne l'a jamais fait avec les hommes pour les métiers non mixtes, hein, donc je laisserai peut-être Olivier qui alimentera, mais nous, on l'a vraiment organisé de cette manière, et ça a été assez intéressant parce que quand on utilise cette méthode, par exemple, là, on a les heures d'hiver. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que on fait des marches différentes la journée, le matin ou le soir. Et ça aussi, c'est une autre complication. Parce que quand l'organisme est loin et qu'il faut prendre les transports en commun, ça va quand c'est en même heure d'hiver. Par contre, quand elles sont en stage, il y a des horaires qui différencient. Et donc là, ça repose un autre problème. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on ne s'était pas positionné, on n'avait pas réfléchi. Et elles me disent, bah oui, mais là, ça va, l'organisme de formation, c'est des horaires classiques. Donc ça me va. Mais lorsque je dois faire un stage, si je dois me lever plus tôt, prendre le métro toute seule le soir, ou le matin à 5h30 du matin pour aller à mon entreprise, là aussi, c'était une autre difficulté. Une, de me dire, j'ai pas le permis, j'ai pas de voiture. Donc, finalement, le choix de mes stages est très genré, ou alors avec moins d'opportunités d'emploi parce que je dois rester dans mon quartier, pas m'éloigner pour récupérer mes enfants et toutes les astreintes, toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on est une femme. Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'en dehors de l'action de formation lambda, quand on s'agit des stages intégrés dans l'organisme de formation, on s'apercevait que ces marches exploratoires pouvaient aussi nous éclairer sur d'autres difficultés qu'on pouvait avoir sur les horaires de transport en commun, sur le fait de partir très tôt le matin ou rentrer tard le soir et que c'est la nuit et qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Donc, il y avait d'autres difficultés qui étaient aussi à prendre en compte. Et ça, les marches exploratoires, en tout cas, nous ont permis de les mettre en avant. Là, alors je suppose que vous connaissez d'aller vers avec les bus, comme disait Marie-Élodie, hein, c'est pas nouveau en fait, on remet à la mode, mais finalement la mode tourne, hein, on le sait, mais d'avoir un bus, donc Intermed le fait également, hein, ils ont un bus, mais vous avez aussi sur Dunkerque des bus administratifs pour aller vers les gens éloignés, pour les aider à faire des déclarations d'impôts ou des déclarations de bénéficiaires du RSA. Et là, vous avez deux témoignages. Il y a un centre social qui disait, ben oui, mais si les personnes ne viennent pas nous voir, ben nous, on va les vers. Et donc, on va prendre des minibus et des navettes et on va aller se mettre en plein milieu des places de marché pour aller recevoir les personnes qui ne viennent pas chez nous. Alors, ça nous paraît difficile de l'entendre sur l'île, par exemple, parce qu'on a cette chance, justement, des transports en commun, même si on va à Luin, etc., c'est un peu plus compliqué. Mais imaginez-vous les actions de formation en versant sud, je ne vais pas dire Picardie, ça on nous l'a dit, mais versant sud, évidemment,
Là, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Vous allez à Saint-Omer, on a vraiment une problématique de transport. Et donc là, des actions, disait Marie-Élodie, c'est-à-dire d'avoir un bus pour aller vers et donner l'information, ça existe depuis des années, comme à l'époque, hein, les mineurs, les personnes qui allaient travailler en industrie, hein, c'est cette époque et pourtant, et ça marchait, et c'était des ramassages collectifs, on allait vers les salariés pour les récupérer, pour pouvoir leur donner envie d'aller travailler. Cette méthode, on l'a réactualisée, je ne passe pas nous au CORIF, mais elle a été réactualisée et il y a une efficacité assez importante sur certains territoires et tout le monde ne peut pas se permettre, on n'a pas de financement, hein, ça c'est clair, nous non plus au CORIF, on n'a pas le financement d'avoir ce bus pour aller vers, mais on peut les utiliser, forcément en collaboration, en partenariat qui sera une des étapes du sourcing pour pouvoir attirer cette population. Merci Malika. Et puis ça fait le lien avec notre partie suivante. Justement, on a vu là les étapes de diffusion de l'offre et d'aller vers les publics. Comme tu le dis, un organisme de formation ne peut pas forcément tout faire. Il y a la question aussi de travailler en partenariat avec d'autres acteurs. Et au-delà de cette diffusion de l'offre de formation, voir aussi quels autres outils il peut mettre en place pour travailler ce sourcing. Pour ça, j'aimerais commencer par t'interroger, Olivier. Malika a commencé à en parler. Ton organisme de formation, il est historiquement sur les métiers de l'industrie graphique, de l'imprimerie, donc des métiers qui peuvent être très masculins. Comment tu as travaillé pour justement essayer d'attirer plus de femmes? Après, tu t'as aussi dit, voilà, vous avez de plus en plus de formations sur des métiers plus de communication graphique, où là, on a à l'inverse peut-être beaucoup de femmes et où il faut aller chercher des hommes. Donc, comment tu as travaillé sur ces deux échelles-là au sein d'Amigraph? Écoute, oui, on a beaucoup travaillé sur le sujet, même si, encore une fois, dans le domaine de la communication et quand on parlera un petit peu aussi du web et je dirais de la partie, on va dire, un peu informatique, on a encore des soucis, des vrais soucis aussi pour attirer le public féminin pour d'autres raisons. Mais en tout cas, en effet, on a ces soucis-là. Oui, donc 40 ans d'existence pour Amigraph dans le domaine de l'industrie graphique, donc l'industrie, donc d'hommes. À la base, même si aujourd'hui on a différents métiers évidemment qui sont aussi bien accessibles à un public féminin que masculin. Donc on a déjà fait un travail important en interne parce que on avait naturellement, encore une fois avec ce que je viens de dire, une approche assez masculine des choses en termes de communication et de sourcing. Et donc on a fait appel au CORIF qui est venu nous aider il y a maintenant un peu plus de 2 ans pour qu'on retravaille notre communication et plus particulièrement nos fiches produits, donc en fait nos fiches de formation, parce que la plupart d'entre elles étaient encore très masculines. Donc là, je vous ai montré un exemple d'opérateurs de presse numérique. On a aussi des métiers d'opérateurs et opératrices donc sur presse offset par exemple, hein, donc nos métiers de référence. Et en effet, on parlait de conducteurs, d'opérateurs de presse et absolument pas du côté féminin, avec donc des femmes aujourd'hui hein, qui sont tout à fait en poste pour conduire une fabrication donc sur une presse numérique par exemple. Dans notre formation d'ailleurs de conducteurs et conductrices de presse numérique, hein, opérateurs, opératrices, la dernière formation en date, on a eu 9 personnes qui ont suivi cette formation. Nous avons eu plus de la moitié du public féminin. Alors, on verra tout à l'heure comment on les a attirés pour les amener chez nous. Mais en tout cas, le premier travail qu'on a fait, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a un vrai impact. Alors, on a retravaillé aussi les couleurs un petit peu, mais en tout cas, on a un vrai impact sur ce sujet-là, avec en effet des publics féminins qui se donnent l'autorisation de parler avec nous sur ces métiers-là et qui aujourd'hui posent des questions. Et ne se sentent pas rejetés par rapport à ces métiers très industriels et très masculins, en tout cas dans l'image. Ça nous a pris du temps, et puis ça nous a aussi montré qu'on avait quelques dérives, et j'en parlais tout à l'heure, du côté masculin cette fois-ci, puisque nous avons lancé il y a maintenant 3 ans une formation d'assistantes et assistants de direction. Et en fait, bien qu'on ait travaillé le sujet, il y a encore 1 an, on était encore quasiment dans le discours à l'oral, pas à l'écrit, mais à l'oral, où on parlait d'assistante de direction et pas d'assistant de direction, donc que pour le public féminin. Donc la première promotion, on n'a eu qu'un seul garçon.
qui s'est un peu retrouvé là par hasard, j'ouvre les guillemets, c'est lui qui nous l'a dit, et qui n'est pas resté parce qu'il s'est pas senti du tout intégré avec 8 autres femmes. Donc on a retravaillé notre discours, on parlera de la RIC sur un prochain webinaire, mais en tout cas on a retravaillé aussi ce discours au niveau de la réunion d'information collective. On s'est forcé positivement à intégrer le mot assistant et assistante. Et pour le coup, on a eu trois garçons qui sont venus à la formation suivante. Donc là, on était 9, donc avec une majorité de femmes, mais 3 garçons qui se sont bien entendus. Alors, un est parti assez rapidement pour diverses raisons, mais en tout cas, les 2 autres sont restés jusqu'au bout et nous ont dit se sentir aussi intégrés parce qu'ils étaient plusieurs. Donc ça, je sais que Maleka le dit régulièrement à juste titre. En effet, quand on intègre du public féminin ou masculin dans un public majoritairement de l'autre sexe, eh ben, c'est important en effet qu'il soit plusieurs pour se sentir à l'aise. Et très honnêtement, le jeune homme qui n'est pas resté la première fois, moi je l'ai rencontré quand il a souhaité partir, et j'ai vraiment senti, et ça nous a vraiment fait prendre conscience de l'importance en effet de bien parler des choses en amont, c'est qu'il s'est senti pas du tout intégré dans la promotion, en fait. Parce qu'il était le seul homme et que, pour le coup, les femmes autour avaient des discussions, des préoccupations qui n'étaient pas forcément les siennes, et il n'a pas réussi, en fait, à s'intégrer et s'est senti exclu. Comme quoi, ça existe aussi dans l'autre sens. Et pour nous, ça a été vraiment un déclic important sur la communication. Donc, en effet, on a beaucoup travaillé. Donc, évidemment, ça se décline sur le côté Internet aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt, on est vigilant. Et la dernière chose en date, je l'ai partagé avec Maleka récemment, c'est que chaque année, on remet également à jour un règlement intérieur pour nos apprenants, nos apprenantes, nos stagiaires, nos alternants, alternantes, etc. Et en fait, on a refait un travail là récemment pour la rentrée et on a fait un gros travail pour que tous ces documents-là soient aussi non genrés, donc hommes-femmes. Donc, on a repris tout le texte. Et on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de différence. Et on a interrogé justement récemment, la semaine dernière, les 17 ou 16 apprenants, apprenantes qui sont rentrés chez nous. Et on a demandé en fait aux hommes comme aux femmes ce qu'ils en avaient pensé, d'abord s'ils l'avaient vu. Alors la moitié ne l'avait pas vu. Et l'autre moitié qui l'avait vu était plutôt du public féminin. Et quasiment 90% d'entre elles ont trouvé ça extrêmement positif et se sont sentis vraiment inclus dans la formation et légitime d'être là. Et par contre, ça nous a pris un gros travail parce qu'on n'a encore pas toujours les réflexes. Donc, je vous invite à vraiment travailler sur ces réflexes-là qui sont extrêmement intéressants. Parce que là, on parle de sourcing, mais c'est bien de sourcer les gens, c'est bien qu'ils viennent chez nous. Il faut qu'ils restent en formation, qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils se sentent bien dans la formation. Au-delà du côté contenu de la formation, il y a tout l'environnement. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Donc voilà, donc ça, c'est une première action qu'on a pu mener pour en effet renforcer surtout, en tout cas, pas passer à côté. L'autre chose qu'on a travaillé avec la branche professionnelle de l'imprimerie, mais également, sous l'impulsion du CORIF encore une fois, mais également la région, le département du Nord en particulier, et d'autres acteurs, c'est qu'on a créé en fait, alors on s'est appuyé sur un guide qui existait déjà dans la métallurgie. Donc, on a créé un guide, en fait, pour favoriser la mixité dans nos métiers, dans l'industrie, mais plus particulièrement dans nos métiers. Donc, tout un travail de fond, voilà, sur les statistiques aussi. Hein. Donc, en effet, les femmes sont peu représentées aujourd'hui. Et donc, on a aussi construit ce guide autour de 8 préjugés sur le monde de l'industrie, mais également sur la position des femmes sur l'industrie. Et au-delà de ces 8 préjugés, on apporte des solutions, en tout cas des préconisations, pour casser tous ces préjugés, hein, tous ces principes que malheureusement nous avons encore un peu dans notre industrie. Alors, ce guide, il est intéressant parce que, en fait, aujourd'hui, il est utilisé à 2 endroits plus particulièrement. Il est utilisé dans les organismes prescripteurs, donc que ce soit chez France Travail ou les missions locales. Il l'utilise énormément pour les conseillers et conseillères, qui vont en fait s'en inspirer pour pouvoir en effet, lorsqu'ils rencontrent des hommes ou des femmes suivant les métiers, et en particulièrement là sur les femmes, donc pour pouvoir en effet leur permettre de casser tous ces préjugés et donc d'avoir envie de réintégrer nos entreprises. Et puis nous, on l'utilise également, que ce soit en tant qu'amigraphe, mais également sur la branche. En fait, on les utilise au sein des entreprises qui nous ont demandé, donc dans notre secteur d'activité, donc qui nous ont demandé le guide et qui s'en servent au niveau des services ressources humaines, mais pas que.
pour pouvoir là aussi avoir un argument de communication et de recrutement, donc de sourcing également, pour pouvoir attirer des publics féminins. Sachant que dans nos métiers, par exemple, hein, contrairement aussi à ce qu'on peut penser, on n'a pas des métiers qui sont tous sur des 3-8 ou des 5-8. On a des métiers qui se font en journée et qui sont très adaptés au public féminin comme au public masculin. Voilà, les papas aussi s'occupent aussi des fois des enfants et donc ils peuvent aussi être occupés le matin et le soir. Donc, et là, on travaille aussi avec les entreprises pour pouvoir aussi changer un peu les pratiques. Je sais que ça sera un autre webinaire sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler là. Mais en tout cas, ce guide a été très bien perçu et je sais qu'il est utilisé. Et ce qui nous fait plaisir, c'est que d'une part, d'autres fédérations professionnelles nous l'ont demandé. Donc, je pense en particulier au bâtiment et à l'automobile, avec qui je travaille également. Donc là, nous l'ont demandé pour voir un petit peu comment eux pouvaient l'adapter également à la situation. Et puis, moi, on m'a demandé de faire une conférence aussi en dehors des Hauts-de-France, donc en Île-de-France, pour d'autres organismes de formation qui ne sont pas forcément dans notre branche, mais qui ont trouvé en effet la démarche intéressante et qui ont été sollicités par leurs propres entreprises sur cette problématique, encore une fois, d'intégration des publics, soit féminins dans des métiers dits d'hommes, soit d'hommes dans des métiers féminins. Voilà, je pense au conditionnement, par exemple, dans certaines sociétés en pharmaceutique, où en effet, ils ont envie et besoin de mixer aussi les publics pour que ça soit plus riche. Et là, ils ont besoin aussi d'attirer éventuellement des publics masculins sur des métiers qui peuvent être aussi féminisés. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe qu'on a pu mener, et on a fait le lancement il y a maintenant 2 ans en présence d'un certain nombre de personnes, et pour le coup, des personnes aussi sont venues témoigner de l'intérêt en effet de ce guide, et que ça leur avait permis, après discussion avec leurs conseillers ou conseillères, par exemple de France Travail, eh bien, de complètement démystifier les choses. Pour autant, il manquait encore quelque chose d'important, c'est-à-dire que là, on avait cassé un peu la glace sur la discussion, hein, on a parlé tout à l'heure d'aller vers, il manquait la partie pratique. Et donc, on a lancé des ateliers pratico-pratiques. Donc, on pratique, et on a pas mal pratiqué, bien sûr, des journées portes ouvertes, mais on s'est rendu compte que les journées portes ouvertes, ça marchait pas, en fait, en termes de sourcing, c'est-à-dire que les gens venaient, voyaient mon formateur ou ma formatrice qui était sur le poste de travail, mais ça restait encore très compliqué. Il y a aussi des aspects sécurité qui posaient problème en fait aux personnes qui venaient chez nous en disant mais c'est dangereux. Donc la preuve c'est que c'est bien votre formateur ou formatrice qui fait l'action, c'est pas nous. Et donc on a créé des ateliers. Alors à la fois des ateliers sur nos métiers dits industriels. Hein, vous voyez une photo là par exemple sur une plieuse, mais également sur les métiers du web, du design, de l'infographie. Où ces métiers, là aussi, pour X raisons, peuvent faire peur encore au public féminin. Donc, nos ateliers, très clairement, vous avez quelques chiffres. Donc, très clairement, donc on a fait des ateliers à destination à la fois des demandeurs et demandeuses d'emploi, mais également des organismes prescripteurs. Donc, on a accompagné quand même, voilà, à peu près 21% de personnes donc, qui sont donc les conseillers, conseillères, et puis donc les demandeurs, demandeuses d'emploi, avec une majorité de femmes. Et tout à l'heure, on vous présentera une action qu'on mène avec un collectif qui s'appelle Les Ailes sur Valenciennes, qui est extrêmement intéressant. Et donc, ces ateliers, c'est vraiment en format demi-journée. Les personnes viennent pratiquer sur nos machines en toute autonomie. Pour être très clair, par exemple, il y a 2 activités qu'on fait aujourd'hui. La première, c'est qu'ils vont créer une brochure de 4 pages en toute autonomie. Donc, la première étape, c'est qu'ils vont la créer sous le format informatique. Ensuite, ils vont envoyer ce fichier auprès de notre imprimante numérique, où ils vont imprimer le document. Et ensuite, ce document ne sortant pas fini, les personnes vont les amener au massicot, donc là pour couper le papier, et ensuite vont amener sur la plieuse et vont plier le document. Et à la fin, les personnes partent avec un document semi-personnalisé. Donc, on a un masque, bien évidemment, mais elles vont rajouter des couleurs, du texte. Et chacune et chacun va ressortir avec son document qu'il a pu rédiger et réaliser en 3 heures de temps, en passant sur des machines techniques, y compris le massicot qui fait peur. Le massicot, on va se couper les doigts, on va se couper une main. Et en fait, elles se rendent compte, ces personnes, qu'il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes qui ont le plus peur au début, qui se mettent au fond de l'atelier, quand elles se rendent compte que ça peut bien se passer, elles reviennent derrière et me redemandent de revenir réutiliser le massicot pour pouvoir l'utiliser. Et pour le coup, eh bien, ça fonctionne super bien. Et donc là, on a vu très clairement
des personnes se présenter par la suite aux réunions d'information collective, voire postuler par le biais de ces ateliers, que ce soit des femmes pour les métiers, en effet, de conducteurs ou conductrices de machines qui étaient plutôt estampillés hommes, ou y compris des femmes qui sont venues sur nos formations un peu web, infographie, qui ont un peu cassé, en effet, ce côté glace qui existe. Et donc, nous, on est extrêmement intéressés par ça. Au bout du compte, aujourd'hui, sur nos formations, tout confondu, on est à peu près à 55% de public féminin. On a gagné près de 10 points en l'espace de 2 ans et demi. Voilà. Et très clairement, comme je disais tout à l'heure, quand on leur demande par où, par quel biais elles nous ont connus, en tout cas pourquoi elles sont venues s'inscrire chez nous, les ateliers remontent énormément. Il n'y a pas que ça, mais il y a les ateliers qui remontent énormément dans le principe. Et d'ailleurs, lorsque nous, on fait du sourcing, lorsqu'on est contacté par quelqu'un, on les envoie assez systématiquement sur nos ateliers pour qu'ils découvrent de façon concrète. Et on a vu très clairement que ce soit des demandeurs, demandeuses d'emploi ou que ce soit même les prescripteurs, prescriptrices, être fiers d'avoir un document dans les mains. Alors, ça peut être des fois une clé USB avec un site internet, mais de rentrer à la maison ou de rentrer à leur bureau. Tout à l'heure, j'en parlerai, mais une mission locale qui est venue, on a fait dans Octobre Rose. Ils étaient 25, ils ont fait une carte une carte pour Octobre Rose l'année dernière. Et les personnes présentes m'ont dit un peu plus tard qu'en fait, elles étaient rentrées avec la carte et posaient ça sur leur bureau comme une fierté de l'avoir fait elles-mêmes. Et quand ensuite elles rencontrent en effet des demandeurs, demandeuses d'emploi, bah, c'est de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Le moi j'ai fait ça alors que je connaissais rien. Si moi je l'ai fait, tu seras capable d'eux. Et je pense que c'est vraiment le bouche à oreille aussi dont on parlait tout à l'heure, et ça c'est extrêmement important. Donc voilà un peu dans les grandes lignes nous ce qu'on a pu mettre en place et qui fonctionne plutôt bien. On voit une réelle plus-value à mettre en place ce type d'action pour sourcer. Donc, on a une augmentation du sourcing grâce à ces biais-là, en plus, bien sûr, de tout le reste. Mais en tout cas, voilà, on voulait focaliser ça. Et je voulais qu'on mette un petit peu en valeur, si c'était possible, donc l'association Les Ailes qui ont fait un petit film en mettant en avant, alors pas que Amigraph, puisqu'ils se déplacent, mais pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Les Ailes, c'est une association, donc un collectif sur Valenciennes. Et en effet, elles permettent aux femmes des quartiers anciennement prioritaires de la ville donc d'aller vers différents métiers, donc d'aller pratiquer dans différents ateliers. Ils les emmènent en bus. Donc nous, on prévoit ça sur une journée complète, donc c'est 4 jours dans l'année. 4 fois, il y a 2 groupes, donc c'est 8 jours, on les reçoit 8 jours. Donc ils viennent le matin avec le bus depuis Valenciennes, ils arrivent vers 9h30, on les accueille, ils font les ateliers, on mange avec eux, ces personnes-là, donc que des femmes, on mange avec elles. Et puis l'après-midi, elles reprennent l'atelier, puis elles repartent pas trop tard pour pouvoir récupérer, pour la plupart d'entre elles, leurs enfants à la sortie de l'école. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand elles repartent dans les quartiers où elles sont connues, eh bien là aussi, on a étudié les retours et on sait aujourd'hui qu'elles portent la bonne parole de ce qu'elles ont vécu, même si elles ne sont pas inscrites elles-mêmes. En fait, c'est la bonne parole. Là, encore une fois, le bouche à oreille, il est énorme, quoi. Et on a une personne qui n'était pas venue en atelier, qui a voulu nous rencontrer et qui a suivi la formation, donc de conductrice de presse numérique, et qui a été embauchée à l'issue de cette formation dans une entreprise, une imprimerie, depuis maintenant 1 an. Et on est allé la visiter il y a quelques temps avec mon collègue, et ils sont super contents de la personne qui est là. Elle est super intégrée parce qu'il y a une deuxième femme dans l'atelier. Super, merci beaucoup Olivier, et puis super témoignage parce que la boucle est bouclée. Enfin, on a parlé un peu de tous les éléments, agir au niveau de la branche, agir très concrètement avec les partenaires, mailler son tissu aussi partenarial avec les prescripteurs, travailler sur tout le parcours inclusif avec le règlement intérieur. On voit que vraiment c'est une politique de l'organisme de formation assez globale à prendre en compte. Maleka, est-ce que tu peux compléter toi justement avec d'autres outils, d'autres partenariats qui peuvent être intéressants à aller piocher pour les personnes qui nous écoutent? Je reviens peut-être sur ce que vient de dire Olivier. C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur les métiers de l'imprimerie et de l'industrie,
Ça demande, c'est vrai que ça demande à changer de perception, hein, de mettre de nouvelles lunettes. C'est pas facile hein, au début d'arriver. Je me souviens des débuts, hein, Olivier. C'est vrai d'arriver, voilà, nous sommes financés par la région. On nous demande de favoriser l'action de mixité. Bon, quand on arrive, c'est un peu compliqué. Tout le monde nous dit, enfin, je vois pas vraiment. On a tout fait. Je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et assez rapidement, et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié avec Amigraph ou bien le CAPEP, c'est de se dire, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. On a tout à gagner à travailler ensemble et de voir comment on peut améliorer nos pratiques. Et là, tout de suite, s'enclenche vraiment une vraie collaboration. On parlait du guide, mais le guide, en dehors d'Olivier et de l'équipe d'Amigraph, c'était pas les personnes les plus réticentes, mais je me rappelle aussi d'autres personnes qui étaient présentes et qui me disaient mais non, mais c'est pas possible. Enfin, pour un stéréotype, un préjugé, il nous fallait 2 heures, 3 heures et demie de discussion pour trouver des contre-argumentaires. Et ça a été compliqué. Donc finalement, avec Olivier, on s'est dit on va le faire et puis on va travailler, on va le publier plus tard, mais voilà, sinon ça demandait, chaque préjugé, ça demandait des heures de discussion et on s'est dit sinon ça va prendre du temps. Et cet outil, il est assez efficace hein, parce que autant nous, on se l'est approprié et ce que disait Olivier, c'est que même les personnes, enfin voilà, moi je sais que quand une femme vient et qu'elle souhaite pas aller dans un métier, bah, ça me demande aussi de trouver des contre-argumentaires et je le dispatche à tout le monde. Donc voilà, je pense que le règlement, on en reparlera au 3e webinaire qui est l'inclusion. Et ça, je trouve ça top. Et Marie-Élodie, c'est pareil, toutes ces bonnes pratiques pour les garder. Et merci d'avoir retenu que la mixité, c'était au moins 30 ou 40% des effectifs dans tous les sens du terme. Merci Olivier. Bon, pour continuer, développer le partenariat. Alors là, je pense que là, ce que tu disais et ce que disait Marie-Élodie, c'est développer un partenariat, c'est aussi se mettre en relation avec des associations comme nous, comme les ailes ou le CIDFF ou d'autres. Mais en tout cas, développer un partenariat, c'est pas un one-shot. C'est-à-dire, c'est pas prendre un contact une fois et puis se dire, bon, bah, l'année prochaine, on reprendra contact. Non. Développer un partenariat, c'est de la fidéliser, fidéliser ce partenariat et d'essayer de construire, comme vient de le dire, une vraie action de formation. C'est-à-dire, bon, bah, tous les ans, on vous reçoit 4 jours, 8 jours et on garde ce partenariat. Parce que si on le fait une seule fois en one shot, ben, finalement, l'année d'après, il n'y a aucune efficacité. L'efficacité vient aussi dans la durabilité de ce partenariat et dans justement l'efficacité de porteur de parole, d'ambassadrice, vient aussi dans la durabilité et s'inscrire dans le temps. Si on le fait en one shot, il n'y aura pas l'effet escompté. Sensibiliser les prescripteurs et les prescriptrices, ça je vous laisserai aussi la parole aux 2 organismes, parce que je pense qu'il y a un ensemble, comme on disait, on ne peut pas passer par une seule étape, il y a plusieurs étapes à passer et ça, je pense que c'est indispensable. On l'a fait à Amigraph, on l'a fait sur Dunkerque, on le fait sur d'autres territoires. Évidemment qu'on est tous humains. Et on a tous le même système cognitif, le même système de pensée. Donc les préjugés, les stéréotypes, on les a. Si on n'en prend pas garde, on risque de transmettre ces préjugés et ces stéréotypes. Si on a un homme qui va être à domicile, on peut lui dire « Oui, enfin, tu vas l'être, mais ça va être difficile de trouver un emploi ou une formation. » Ça va être du sexisme bienveillant, mais ça peut être aussi cette manière de protéger l'autre, de penser pour l'autre qui fait que bah, finalement, on a cette double segmentation du marché de l'emploi. Et ça, c'est assez intéressant parce que des fois, on s'en rend pas compte, évidemment, dans la plupart des cas. Et donc, sensibiliser les personnes qui prennent cette parole et qui donnent l'information métier est primordial parce qu'on risque, et moi la première, hein, comme je ne connais pas tous les métiers, je peux me faire aussi des idées reçues, comme tout à l'heure disait en imprimerie, il n'y a pas que des métiers de 3-8 pardon, ou de 4-8. Donc, on peut aussi diffuser de mauvaises informations. Primordial, développer des ateliers découvertes et mise en situation. Évidemment, c'est ce que vous faites, mais c'est pas innovant. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui étaient présents. Il y a quelques années, on avait des mini-ateliers ou des ateliers techniques qui étaient dispensés par le conseil régional et ça permettait aux personnes de rester une demi-journée ou une semaine dans des organismes de formation pour, pardon, pour découvrir les métiers. Proposer des visites et des structures, des portes ouvertes et des forums, bah évidemment, là, on a d'autres manières de développer le partenariat. Je continue. Pardon, je vais prendre un peu d'eau parce que quand je parle. Donc, pensez aux structures spécifiques. Ce qui a été dit tout à l'heure, je vous en ai mis quelques-unes. Évidemment, je ne peux pas ne pas mettre le CORIF, j'en suis
navrée, même si voilà, c'est une manière aussi de montrer que le CORIF intervient sur l'ensemble du territoire grâce à nos financements du Conseil régional. Les ailes que vient de citer Olivier, mais que Marie-Élodie connaît très bien. Solfa, qui est une association évidemment d'hébergement également, mais où il y a un public très spécifique. Le CIDFF, qui est sur l'ensemble des territoires. C'est des structures très spécifiques avec un public cible, mais ça peut être inversement, comme disait Olivier, quand on veut attirer des hommes, vous avez d'autres associations avec un public cible. Marie-Élodie en parlait tout à l'heure, le CAPEP a son origine également. Vous avez aussi cette capacité d'aller vers le CAPEP pour ressourcer et évidemment un public. Et à Migrave, pareil, vous avez des organismes autour, les branches professionnelles, les OPCO, où vous pourriez aussi avoir ce public cible selon votre action de formation. Alors, organiser un temps de discussion avec les équipes et les professionnels, là, je reviens un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est primordial. C'est-à-dire que si votre équipe, dans votre organisme de formation, n'est pas sensibilisée et n'a pas de relation avec l'ensemble des prescripteurs ou prescriptrices, vous pourriez aussi avoir des personnes en atelier technique ou venir découvrir en visite d'entreprise, par exemple, ou visite d'atelier, mais avoir aussi des propos ou un comportement qui fait que finalement, on n'inclut pas les minorités, notamment les femmes dans les métiers non mixtes. Donc, il est extrêmement important d'avoir ces temps de discussion, aussi bien avec les professionnels qu'avec les formateurs et les formatrices, mais aussi donner la possibilité, ce que vient de dire Olivier, de faire tester, et ça, c'est primordial. On l'a fait dans différents organismes et avec Amigrave, c'est de se dire, on prend une demi-journée, on propose à tous les prescripteurs, prescriptrices de venir, mais pas de nous entendre blablater parce que ça, on l'a fait et on s'est dit, ben oui, mais ils vont repartir, ils n'auront toujours pas intégré exactement ce que c'est les métiers d'imprimerie, et de les faire tester, de les faire fabriquer, de partir avec quelque chose, c'est le meilleur moyen pour montrer ce que c'est une formation et ce que c'est un métier. Et ça, je vous laisse la parole à Olivier et Marie-Élodie parce que ça, vous le faites très bien. Peut-être pour compléter, en effet, ça marche super bien. Alors là, on est en train d'innover quelque chose parce que justement, des missions locales qui sont venues nous voir ont porté la bonne parole dans les réseaux des missions locales. Et là, on travaille avec une mission locale sur un sujet, donc ça sera pas un atelier tel qu'on l'a fait jusqu'à présent, mais en fait, c'est un escape game, donc avec des situations un petit peu sympathiques, je ne peux pas tout dévoiler, mais qui va être mis en place d'ici la fin de l'année. Et en fait, ce qui est très important déjà, c'est qu'on s'inscrit dans un parcours. Donc dans la durée, donc l'idée, c'est ce que vient de dire Maleka, c'est que ça sera fait plusieurs fois dans l'année, mais surtout, ça s'inscrit dans un parcours, c'est-à-dire que là, on va faire un escape game à destination, en effet, des conseillers et conseillères pour découvrir nos métiers, et ensuite, on va faire un escape game qui sera adapté aux demandeurs et demandeuses d'emploi, mais c'est bien un cycle, c'est-à-dire que la mission locale souhaite former, en fait, ces conseillers et conseillères et accompagner ensuite les demandeurs et demandeuses d'emploi pour les amener jusqu'à notre formation. S'ils souhaitent bien sûr entrer en formation, il n'y a pas d'obligation, bien évidemment. Donc cet escape game, c'est vraiment un escape game qu'on l'entend aujourd'hui. Donc c'est dans 3 salles différentes et en fait avec alors c'est un peu dans le noir, un peu ceci, un peu cela, avec en effet des choses qui sont plutôt entre guillemets orientées hommes et on va amener les femmes en fait à pratiquer un certain nombre de choses au travers de cet escape game pour se rendre compte qu'en effet, pas de souci, et l'inverse, et bien évidemment à la fin, de montrer que nos formations sont accessibles et nos métiers cachés derrière sont accessibles aux deux sexes, enfin en tout cas aux hommes et aux femmes, sans aucun problème, sans aucune distinction possible. Et c'est intéressant parce qu'il y a une partie en effet qui se fait totalement dans le noir. Et là, pour le coup, par définition, on ne sait pas qui est dans la pièce, on ne sait pas comment ça se passe. Donc, homme, femme, on ne sait pas. Et pour le coup, quand on a présenté ce projet donc à cette mission locale, ils ont été hyper séduits par la nouveauté d'une part, mais en nous disant, nous, on vient chercher ce que vous pratiquez dans les ateliers, c'est-à-dire ne venez pas nous faire, comme dit Maleka, une présentation à la Prévert, comme on entend partout. En gros, on s'en fiche de ça. On ne veut même pas à la limite savoir quelles sont vos formations. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fera auprès des conseillers, conseillères qui viendront à cet escape game. On ne leur parlera pas en amont de nos formations. Alors peut-être qu'ils entendront parler de nouveautés, mais on ne leur parlera pas spécifiquement. Et on va leur laisser découvrir nos formations, nos métiers au travers de cet escape game. Et c'est qu'à la fin, on fera un débrief. Et là, pour le coup, on répondra à leurs questions éventuellement sur nos contenus. Mais en tout cas, oui, c'est extrêmement important de leur parler, de leur expliquer les choses, mais surtout qu'ils touchent eux-mêmes, parce que ce sont les meilleurs ambassadeurs. Et comme je disais tout à l'heure, la carte Octobre Rose posée sur le bureau
du conseillère ou du conseiller et qui dit à la personne qu'elle accompagne, c'est moi qui l'ai fait en moins de 3 heures, hein, alors que l'informatique, ça me plaisait pas du tout et je suis nul en informatique, bah, n'empêche que j'ai créé le document et je suis fier de te le montrer. Et donc, si je l'ai fait, tu pourras le faire. Et ça marche. Vraiment, ça marche. Mais je voulais compléter aussi parce que c'est vrai que nous, on se questionnait dans le cadre d'une action qu'on a de remobilisation de jeunes qui sont considérés ni en emploi NEET, hein, comme on dit en jargon européen, pour lequel on avait une réelle problématique de genre puisqu'on était à 100% de garçons. Donc c'est un accueil de jour sur la base d'ateliers divers hein, qui sont en construction de bois, soudure petite mécanique, photographie, cuisine. Et en fait, on avait vraiment beaucoup de prescriptions de garçons. Et en réfléchissant avec Malika, donc déjà sur la communication plus inclusive, donc on a essayé d'améliorer hein, nos process sur la communication. Mais aussi, on disait tout à l'heure, c'est tout un écosystème qui doit agir parce que là, on est sur quand même une question de culture et de prisme lié à chacun son vécu. Et de fait, il y a beaucoup de ce qu'on appelle nous les biais de prescription qui font qu'à un moment donné, le public, si effectivement dans les fois où on ne peut pas aller le chercher nous-mêmes, donc via du aller vers, il nous est orienté par des prescripteurs et que eux, il faut agir aussi sur l'écosystème des prescripteurs pour qu'ils puissent enlever des filtres de genre. Et de fait, ils sont venus sur l'atelier qui s'appelle La Passerelle et ils ont pratiqué, posé des questions, vérifier qu'effectivement tout était accessible indépendamment du genre dans le cadre de nos ateliers, autant sur la question de comment on s'y rend, par quels moyens, qu'est-ce qui est proposé comme activité, quels sont les équipements de protection, enfin tout ce qui était voilà qui pouvait être leurs inquiétudes sur l'orientation d'un public masculin ou féminin. Et en expérimentant, nous on a vu en effet parce que finalement on a pu inverser la tendance. Maintenant, on va être à 60% de garçons, ça reste une majorité, mais on aura quand même 40% de filles, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans en arrière. Donc, ça marche. Mais il faut le faire régulièrement. Bravo. Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, on va passer assez vite. Juste là, vous montrer pareil une journée porte ouverte pour faire découvrir les métiers du bâtiment. Alors, comme disait Olivier, ça c'est notre démarche au sein du CORIF, c'est on va pas donner les noms des métiers, mais on va parler d'environnement professionnel pour pas justement bloquer les personnes pour venir découvrir. Parce que si vous dites venez découvrir conducteur ou conductrice d'engin, déjà c'est j'ai pas le permis, c'est compliqué, c'est pas pour moi. Donc on va pas donner le métier, mais par contre, on va dire ah, venez tester, on va rigoler, on va jouer et ça va être de la construction, ça vous coûte rien. On va essayer d'amener justement un autre discours pour venir justement découvrir les métiers. Donc là, vous avez un groupe de femmes qui est venu découvrir tous les métiers du travaux publics, aussi bâtiment, et qui était extraordinaire. Elles sont sorties, elles étaient enchantées. Là, je vais vous parler d'un nouveau type de forum qu'on a testé cette année, le 14 mars 2024, sur Valenciennes, qui était assez intéressant. S'il y a des personnes qui sont dans les participantes pourraient intervenir si elles ont participé. On a décidé de créer un forum inversé, c'est-à-dire de se dire, c'est d'abord les personnes qui viennent dans les stands récolter l'information, mais là, ça va être inversé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les organismes de formation, que ce soit de s'engager vers l'emploi jusqu'aux formations qualifiantes, on inverse. C'est nous qui allons vers le public pour proposer nos actions et leur donner envie de venir. Et ça a été extrêmement innovant et totalement différent. Et je trouve que ça a obligé les organismes de formation à animer leur présentation d'une manière totalement différente. Et ça, je trouve ça vraiment assez impressionnant. On a fait ça avec les organismes de formation, mais également avec les entreprises. Et ça a permis justement de pouvoir faire avec les pépites de l'après-midi, pardon. On avait inversement demandé la même chose aux entreprises, c'est-à-dire c'est pas aux femmes d'aller démarcher les entreprises, mais c'est aux entreprises de venir démarcher les femmes. Et on a mis des mini-CV en disant voilà, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, il y a juste 2-3 compétences. Et si vous voulez rencontrer les personnes, bah, vous allez les voir. On a vraiment inversé ce système qui a été assez innovant, assez riche. Marie-Élodie, je pense que vous étiez aussi présente en tant qu'APEP et c'était pas mal. Et là, je vous montre. Donc, évidemment, une autre manière de voir. Donc, on parlait du bâtiment. Et donc là, vous avez la SOFIP
qui s'était mise en salopette avec une chaussure de sécurité des talons, mais c'était pour vraiment faire rigoler toutes les femmes. Et c'était un lieu assez sympa à Saint-Amand. Hein. Et c'était intéressant parce que finalement, c'est elle qui jouait la woman show. Hein, finalement, elle venait et elle expliquait ce que c'était les métiers du bâtiment auprès d'un groupe de femmes. Et donc finalement, les femmes, elles étaient installées. Elles n'avaient pas à aller à bouger à droite et à gauche. Si elles s'installaient, elles attendaient qu'on venait justement démarcher pour les actions de formation. Là, pareil, on a le Greta et d'autres organismes de formation, le CAPEP en faisait partie, c'est pareil. C'est les formateurs et les actions de formation qui tournaient, caler dans chaque espace pour justement proclamer leur envie et surtout dire venez chez nous, un peu comme les porteurs de parole, hein, venez chez nous, c'est bien, on a tout, on vous propose des actions de formation. Donc je trouve que c'était une méthode assez intéressante et le public était super enchanté. Et la première chose qu'elles nous ont dit, c'est pour une fois, c'est pas à nous d'aller vendre, de nous, on sait pas le faire. On est dans des actions de formation, de s'engager vers l'emploi, on n'a pas de projet défini, on ne sait pas vers quelle orientation aller, on ne sait pas vers quel métier. Et là, la différence, c'est que c'est les autres qui viennent nous dire, vous pouvez venir chez nous, vous serez bien accueillis, vous pourrez vous former. Alors là, elles étaient enchantées. Hein. Marie-Élodie, si tu veux peut-être te donner 2-3 informations. Oui, alors on a aussi sensibilisé pour le secteur de l'insertion par l'activité économique qui souffre aussi pas mal de représentation genrée, où effectivement nos collègues qui sont chargés d'accompagnement dans le cadre des chantiers d'insertion ont été les porte-parole des chantiers du territoire pour aller au-devant des personnes, et notamment du public féminin. Là, c'était plutôt orienté pour leur dire c'est ouvert à vous également, puisqu'il s'agit d'une étape préalable pour travailler en employabilité et l'accès à l'emploi. Et où finalement, cette question d'ouvrir le champ des possibles, hein, puisqu'à un moment donné, en tant que femme, on intègre nous-mêmes certaines limites de représentation de genre, et on se dit, finalement, c'est pas fait pour moi parce que je l'ai entendu de mes parents, de mes proches, etc. Et quand le vivant en direct, notamment lors du forum inversé, elles se sont dit, mais en fait, finalement, je suis tout à fait capable d'accéder à ce genre de choses. Donc, je trouvais que c'était intéressant comme initiative, quelque chose à reproduire parce que je n'ai pas vu l'évaluation de l'action, mais en tout cas, je sais qu'elle a eu des effets chez nous puisqu'on a eu des orientations à des femmes qui sont présentées pour aller sur les chantiers d'insertion. Merci. Merci. Donc, voilà, ça introduit les futurs webinaires. Donc là, juste dire ce qu'on a fait sur Valenciennes ou sur d'autres territoires, on le fait sur Dunkerque avec nos partenaires sur Dunkerquois ou sur Saint-Quentin, sur tout le territoire versant sud, c'est que des fois, alors on peut nous dire que c'est de la discrimination positive, alors moi je dis que ça n'existe pas, c'est interdit par la loi française, sauf pour les RQTH, les personnes reconnues porteurs d'un handicap, mais le sas de non-mixité, on pourrait le faire aussi pour les hommes si, comme disait Olivier, pour les métiers majoritairement occupés par les femmes. Ce qui est très intéressant, c'est de créer un forum juste pour elles. Ça permet, ce que dit Marie-Élodie, c'est justement demander aux femmes d'aller dans les métiers du transport, d'aller dans les métiers du bâtiment. Si vous mettez 80% d'hommes et qu'elles sont 20%, elles se diront c'est pas pour moi, puis tout est au masculin, je me sens pas dans la capacité. Alors on peut pas tout faire, hein, on n'est pas responsable de toutes ces inégalités, hein, on est bien d'accord, c'est systémique comme on le dit depuis le début. Mais ce qui est intéressant, c'est si on peut proposer des actions spécifiques pour donner envie aux personnes, quel que soit son genre, d'intégrer de manière égalitaire nos actions de formation. S'il faut passer par des sas de non-mixité, qu'est-ce que ça coûte si on sait qu'aujourd'hui, 51% de la population française est des femmes? Ça veut dire que si on a un problème de sourcing, aussi dans nos actions de formation, c'est aussi peut-être une autre manière de remplir nos actions de formation. Est-ce qu'on peut s'empêcher aujourd'hui de se séparer de 51% de nos talents? Dans nos actions de formation, ça risque d'être un problème. On sait très bien que le financement est en jeu. Donc, c'est une manière de le faire. Et si c'est juste un peu de temps pour arriver à sourcer, je trouve que ça vaut le coup. Merci beaucoup, Maleka. Effectivement, pourquoi s'en priver et autant tester. C'est ce que vous nous avez dit à plusieurs reprises. Hein. Ça vaut le coup d'y aller et d'essayer. Merci à tous les trois grandement pour vos interventions. Merci à tous nos participants d'avoir été là.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur le bouton j'aime ou laissez-nous un commentaire. Et pour ne rien manquer des actualités du C2RP, suivez-nous sur LinkedIn.